Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième édition de la série universitaire Innovation sous incubation. Je m'appelle Karina Riviello, je suis la responsable des relations académiques à FinTech Cadence et je vais être votre animatrice pour la soirée. Donc, pour débuter, j'aimerais inviter Charles Truchon de l'Association ATI à se présenter avec moi pour vous parler un peu plus, mon petit mot du début. Donc, Charles, je t'invite à ouvrir ta caméra. Oh ben, salut tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous pour cet événement en collaboration avec FinTech Cadence. Je suis le VP Finance de l'ATI, soit l'Association des technologies de l'information à HEC Montréal. Nous, notre rôle principalement, c'est de représenter les étudiants dans les spécialisations technologiques comme la spécialisation TI et d'intelligence d'affaires. On organise beaucoup de cocktails, des conférences comme aujourd'hui. Puis on a aussi, par exemple, cette année, on a sorti une série d'articles avec plein de professionnels du milieu puis des anciens diplômés de HEC. Donc, merci aussi aux panélistes de leur temps pour leur participation. Je vous souhaite une bonne conférence, puis je te laisse la parole, Karina. Merci. Merci Charles, merci. Donc, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement, vite, de FinTech Cadence. Je vous promets que ce ne sera pas très long. Nous sommes une organisation à but non lucratif et ça fait déjà 4 ans qu'on est en existence. Notre mission première, c'est d'aider à développer les prochains leaders au Canada en FinTech. On fait ça à travers plusieurs événements et programmes. Et bien sûr, notre mission, tout d'abord, c'est de sensibiliser la population générale à qu'est-ce que la FinTech. Mais on travaille aussi directement avec plusieurs acteurs dans l'industrie en technologie financière. Et ultimement, notre but, c'est d'aider les prochains entrepreneurs en technologie financière à se développer, donc vraiment d'apporter ce support-là. Comme j'ai mentionné, on le fait à travers différents programmes événements. Je ne vous passerai pas rapidement tous nos programmes, mais vite comme ça, les 3 plus gros, si je peux me permettre de dire, c'est le certificat Ascension et le formaton. Donc, le certificat, c'est une formation de 7 semaines sur qu'est-ce que la FinTech et on le travaille avec différents acteurs dans l'industrie. Donc, à chaque semaine, on aborde des sujets qui sont super directement reliés à la FinTech. On en a 2 éditions, une en anglais qui est présentement en cours, donc évidemment, il est trop tard pour s'inscrire, mais on en a une autre si jamais ça vous intéresse à raffiner votre parcours en FinTech. On en a une autre qui va se faire au mois de septembre, octobre, novembre, donc suivez-nous si vous êtes intéressés par des formations continues en FinTech. On a notre fameux programme Ascension, qui est un programme d'incubation et j'imagine que vous êtes tous là pour en apprendre un peu plus sur l'incubation. Donc, Ascension, c'est notre programme sur 3 mois qui aide vraiment les entrepreneurs à développer leur entreprise. Cette année, on a une cohorte de 15 startups. C'est présentement en cours et le but, évidemment, de ce programme-là, c'est d'aider ces entrepreneurs-là à valider leurs produits et vraiment valider leur marché. On a aussi ce qui est un formaton, qui est notre programme de pré-incubation. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre incubation et pré-incubation, mais ce n'est pas grave parce que je suis là pour vous en parler un peu plus tard tantôt. Mais le formaton, c'est un programme de pré-incubation, puis c'est peut-être plus intéressant pour la communauté étudiante qui veut se lancer en entrepreneuriat parce que c'est spécifiquement fait pour les gens qui n'ont pas nécessairement une expérience entrepreneuriale initialement. Donc, si vous êtes intéressé, le Formaton, c'est un programme de 3 semaines. C'est une compétition qui a été lancée par des défis qui ont été lancés par des acteurs de l'industrie de la FinTech. Et vous êtes invités à résoudre ce défi-là en vous mettant en équipe. Et nous, grâce à des experts et des mentors qu'on vous procure, on vous aide à développer ce projet-là. Je vous en parlerai un peu plus amplement à la fin de la conférence parce qu'on vient de lancer notre premier défi la semaine passée. Donc, une fois que vous saurez un peu plus c'est quoi la pré-incubation, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est le fameux formaton. On a aussi beaucoup d'événements qu'on fait à travers le Québec et le Canada. Notre plus connu, c'est les FinTech Drinks. Ce sont des événements de réseautage qu'on fait, on en fait 5 à peu près par année, autour de différents sujets d'actualité en technologie financière. Et le prochain aura lieu à la fin du mois, donc si jamais ça vous intéresse d'y aller, c'est un événement où vraiment vous allez pouvoir rencontrer d'autres mondes des technologies financières. C'est un événement qu'on a réussi à bien transformer au mode virtuel malgré tout ce qui se passe. Ceci dit, le FinTech Career Fair, qui est notre foire d'emploi, n'a pas eu lieu cette année à cause de la COVID. On trouve que c'est un format qui est vraiment, vraiment chouette et qui généralement fonctionne super bien, surtout avec la communauté étudiante, mais cette année, on a dû le mettre de côté parce qu'on trouvait que la valeur de le faire en ligne n'y était pas. Ceci dit, nous avons refait notre série universitaire dont vous êtes présentement en train d'assister à.
excusez, ce n'était pas une phrase qui faisait du sens, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. La série universitaire, c'est une série d'événements qu'on fait à travers le Canada avec des universités et on aborde différents sujets qui peuvent intéresser la communauté étudiante, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, si vous voulez un petit coup d'œil à savoir à quoi ressemblent ces événements sur l'année, j'ai fait une petite carte avec les événements qui sont les plus pertinents pour la communauté étudiante. Donc, nos certificats qui est présentement en cours, mais on a notre prochain, comme je vous disais, qui est à la fin de l'année. Formaton, qui va bientôt avoir lieu au mois de mai. Donc, marquez vos agendas et évidemment la série universitaire qu'on a présentement, mais on a une deuxième édition aussi qu'on va faire plus tard dans l'année. Donc, j'ai une audience que je sais, pour ainsi dire, que la plupart sont des étudiants, mais je suis quand même curieuse de savoir combien d'entre vous connaissez bien ou mais peut-être même pas du tout la FinTech. Donc, j'ai un petit poll pour vous que je lance à l'instant. Oh, zut alors, mon poll n'a pas fonctionné. Donc, je vous renvoie un petit poll. Est-ce que... Oh, dommage. Je pense que je ne pourrais pas faire mon poll, ça n'a pas marché. Et entre-temps, j'ai perdu mon share screen. Fait que, attendez-moi 2 secondes. Bon, c'est bien malheureux, je ne pourrais même pas faire mon petit poll. Je suis vraiment, je suis un peu triste. Ceci dit, je vais en profiter pour le mentionner. On a un Q&A en bas et aussi, vous pouvez écrire des questions. Donc, si jamais vous avez des questions qui pop durant la conférence, n'hésitez pas à les écrire en bas. Moi, ça me fera plaisir de m'arrêter pour répondre à ces questions-là. Donc, je vous invite très particulièrement à les écrire. Et c'est ça. Donc, juste un petit topo rapidement parce que je me dis, si jamais vous êtes en train d'écouter cette conférence et que vous n'avez aucune idée c'est quoi la FinTech, peut-être que vous voulez savoir c'est quoi. Donc, rapidement, la FinTech, c'est essentiellement le croisement entre les technologies et la finance. Beaucoup de gens pensent que c'est un sous-secteur de la finance, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, c'est vraiment la transformation technologique au sein des finances. Donc, la FinTech est littéralement partout au sein de la finance. Juste petite histoire rapide de qu'est-ce que la FinTech, ou du moins comment c'est arrivé à être... à exister. En fait, quand on parle de la FinTech, on parle souvent de différentes vagues de transformation technologique. La première vague, quand on regarde l'histoire des technologies financières, on va souvent parler d'une vague en termes d'infrastructure. C'est une vague qui a été beaucoup poussée par les politiques et les gouvernements qui, initialement, ont installé des câbles transatlantiques qui a permis vraiment d'avoir une certaine communication intercontinent, interpays. Et ça a permis aussi d'avoir des technologies de finances qui passaient d'un pays à l'autre. Évidemment, on a les fameuses cartes de crédit aussi, qui ont été pas mal marquants pour le secteur des finances. On parle d'un mode où on a passé de l'argent papier vers un argent plastique. Donc, quand même, ça a été une transformation qui a été assez mouvementée. Évidemment, on parle de ces transformations-là, on parle des années 1800, 1900, on parle de transformations qui ont eu lieu il y a très, très longtemps. On n'avait pas nécessairement cerné le mot technologie financière ou FinTech à cette époque-là. Mais quand on regarde l'histoire, on voit que ça a quand même été une vague de transformation technologique au sein du secteur de la finance. La deuxième vague qu'on a remarquée, cette vague-là a été poussée beaucoup plus par les banques et elle a été beaucoup plus récente, évidemment, dans l'histoire. Puis c'est vraiment les banques qui ont voulu transformer un peu leur secteur d'affaires et ont commencé à intégrer tout ce qui était services bancaires en ligne. Je sais que l'audience, vous devez quand même être dans la début vingtaine, peut-être mi-vingtaine. Fait que peut-être que vous vous en souvenez pas, mais moi, je me souviens quand même d'une époque où on allait au guichet avec nos petits carnets, puis on faisait, on imprimait genre nos dernières transactions. Mais écoute, aujourd'hui, évidemment, ça semble si lointain, mais maintenant, tous nos services sont directement en ligne. On va sur notre accédé, on va sur peu importe notre plateforme numérique en ligne, puis on va checker toutes nos finances, on va checker on en est rendu où. Mais ces transformations-là ont quand même eu lieu et c'est les banques qui ont beaucoup poussé ce genre de transformation-là. Évidemment, on a les machines ATM aussi pour sortir notre argent. Une autre époque où on allait à la banque directement chercher nos billets de 20 et 100 là. Je me souviens aussi de ma grand-mère qui m'apportait toujours des 100 à Noël. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bref, c'est une vague qui a quand même été assez mouvementée. Troisième vague de transformation numérique, on parle vraiment qu'une vague qui a été beaucoup poussée par les startups. Puis cette vague-là, elle a commencé précisément en 2008. En 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu une récession, un gros crash boursier. Évidemment, ce n'était pas 1929, mais c'était quand même un assez gros coup, surtout aux États-Unis.
Et on a eu beaucoup, beaucoup de transformations qui ont eu lieu à la suite de cette crise économique-là. On peut penser notamment à tous les gens qui avaient quand même travaillé dans le milieu financier, avaient quand même des positions haut placées ou avaient quand même un certain bagage professionnel, qui ont perdu leur emploi, couplé avec le fait que la plupart des gens étaient super fâchés à cause des banques parce qu'ils étaient les premiers pointés du doigt par ce crash boursier. Fait que les gens ont commencé à développer tranquillement des nouvelles technologies en à côté, un peu pour faire un pied de nez à ces banques-là. D'autant plus que dans ces mêmes années-là, on a eu tout ce qui était téléphone intelligent. Si on se souvient, à l'époque, les téléphones étaient juste utilisés pour téléphoner. Aujourd'hui, nos téléphones sont beaucoup plus que ça. Puis justement, le fait qu'on a commencé à avoir le téléphone intelligent, ça a amené une panoplie de nouvelles technologies qui ont pu justement avoir lieu sur nos téléphones. On parle justement de toutes ces applications de finances personnelles, d'applications d'investissement, etc., etc. Donc, ça a été quand même une vague assez marquée pour tout ce qui était nouvelles technologies en finance. Évidemment, tout ce qui est justement récession ou grosse crise, ça peut avoir un impact quand même assez marqué sur les changements technologiques. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre une assez grosse crise. On dirait que la COVID, ça a quand même chamboulé nos vies, mais pas à peu près. On peut s'imaginer qu'avec ce chamboulement-là, on risque potentiellement de voir des gros changements qui vont avoir lieu à la suite de nos fameuses années 2020. Fait que ça va être à rester à l'affût parce que je pense que, puis même dans la dernière année, on a pu voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements qui se sont faits en termes de technologie financière. Le milieu, tout ce qui est, en tout cas, technologique, est en croissance exponentielle présentement. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ce milieu va évoluer. Évidemment. Donc là, je vous ai parlé rapidement des technologies financières. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là puis que vous vous demandez plutôt, mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que... Et je suis là pour vous parler un peu plus d'incubation et d'accélération. Donc, ça se peut que vous avez déjà entendu ces termes, incubation, accélération d'entreprise, soit que ce soit en technologie financière ou autre, et que vous avez la misère un peu à cerner la différence entre ces différents termes-là. C'est sûr, moi, je viens d'un background en biologie. Quand on parle d'incubation, je pense à l'incubation de nos petites géloses. Quand je parle d'accélération, j'entends accélérateur de particules. Je n'entends pas nécessairement ces termes entrepreneuriaux-là. Fait que ça se peut que vous soyez mêlés quand vous entendez ces termes-là. Je voulais prendre quelques secondes pour vous démêler rapidement avant d'avoir la chance de parler à nos panélistes qui vont eux aussi vous parler un peu plus de leur parcours entrepreneurial. Puis je sais qu'évidemment, ils n'ont pas tous fait soit l'incubation, incubation ou l'accélération, mais ils en ont tous fait au moins un de ces programmes-là. Donc, quand vous êtes entrepreneur ou si vous êtes entrepreneur ou si vous avez des amis entrepreneurs ou si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, ce sont des termes que vous allez revoir et entendre souvent. Maintenant, qu'est-ce que la pré-incubation? Qu'est-ce que l'incubation? Qu'est-ce que l'accélération? Beaucoup de milieux vont utiliser ces termes-là, mais ils vont un peu les interchanger. Fait que c'est possible que vous ayez déjà entendu parler du terme accélération, ils voulaient un peu plus parler d'incubation, bref. En général, quand on parle de pré-incubation, on parle de pré-entreprise. Donc, ce sont des gens ou des programmes ou des compétitions qui vont vous aider à vraiment cerner l'idée que vous avez derrière un problème, une problématique. Quand on parle de pré-incubation, si on pense à des programmes qui existent déjà en pré-incubation, on peut passer au coopératon, que je pense que beaucoup d'étudiants d'HEC ont déjà entendu parler. On peut penser évidemment au formaton, qui est un des programmes que nous avons ici à l'interne. C'est des programmes qui vont vraiment vous aider à cerner c'est quoi la problématique et à construire le problème autour de ça. Généralement, les gens qui font la pré-incubation ne sont pas nécessairement au stade d'entreprise. Ils n'ont peut-être pas une idée concrète déjà. L'incubation, par exemple, quand vous vous êtes rendu à cette stade-là, généralement, les gens ont déjà un projet en main. Ils ont peut-être même un produit minimal viable qui existe. Ceci dit, la validation du marché, savoir comment ce projet-là s'inscrit vraiment dans un milieu n'est pas encore tout à fait cerné par les entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup qui vont faire des programmes d'incubation où vraiment, ils vont être capables d'aller valider c'est qui leur clientèle, valider c'est quoi le marché, valider à quel point ils peuvent justement commercialiser ce projet-là sur ce marché-là. Donc, c'est beaucoup plus, ça va vraiment donner une idée concrète à l'entrepreneur. Généralement, comme je vous dis, ils ont déjà un projet en main, mais c'est juste pour essayer de le mettre sous boîte, disons. Et l'accélération. Quand on parle d'accélération, il y en a beaucoup qui vont utiliser ce terme-là pour parler d'incubation. C'est normal, il n'y a pas nécessairement une définition claire et précise de qu'est-ce que l'accélération ou l'incubation. Mais l'accélération, généralement, on parle d'entrepreneurs qui ont déjà validé leurs produits, mais qui sont plus à un stade où ils vont aller chercher soit un premier financement, peut-être même un deuxième financement. Mais le but, c'est vraiment de décoller, un peu comme la fusée qui décolle. C'est d'aller chercher soit un autre marché, d'expandre leur marché, etc., etc. Donc,
Souvent, les accélérations vont être affiliées soit à des firmes de capital de risque, parce que justement, il y a un financement qui vient avec ça, ou il va finir avec un démo day, ils vont pouvoir présenter leur projet avec la possibilité de peut-être aller convaincre certains investisseurs à mettre un peu d'argent dans leur entreprise. J'espère que ça vous a démêlé un peu les différentes terminologies derrière incubation et accélération. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement des termes qui sont fixes dans le temps. Beaucoup de gens vont utiliser un pour parler de l'autre. Aussi, je suis certaine que vous vous demandez la question, mais pas tous les entrepreneurs vont nécessairement passer par la pré-incubation, l'incubation ou l'accélération. Il y en a qui vont peut-être faire juste l'incubation, il y en a qui vont faire l'accélération, il y en a qui vont faire aucun de ces programmes-là. Mais évidemment, quand on fait ces programmes-là, il y a une idée derrière. Évidemment, comme je vous dis, faire valider son projet ou aller chercher un premier financement. Mais il y a aussi tout le réseau autour et l'idée de travailler avec d'autres entrepreneurs qui travaillent aussi sur leur projet puis de pouvoir échanger un peu sur les bonnes pratiques. Si vous vous demandez à quoi ressemble le portrait en termes d'incubateur, accélérateur à Montréal, il y en a quand même une berge. Ici, ça, c'est la liste seulement de Montréal. Évidemment, il n'y a pas les pré-incubateurs là-dedans. Ça inclut seulement les accélérateurs et les incubateurs. Ça, c'est juste la ville de Montréal. Évidemment, nous, à FinTech Cadence, notre spectre d'entrepreneuriat est à l'échelle du Canada. Je n'en ai pas fait une avec la carte du Canada parce que je pense qu'elle serait comme beaucoup trop grande, mais ça vous donne quand même une idée des différents incubateurs, accélérateurs qui existent à Montréal. Ce sont tous des incubateurs, accélérateurs qui ne sont pas nécessairement FinTech, donc c'est des domaines variés. Nous, on est là, on est des petits cadons juste dans le coin là-bas. Je ne sais pas de quel bord vous le voyez, là, mais bref. Aussi, je sais que des fois, c'est un peu mélangeant quand on pense à incubateur, accélérateur. Il y en a qui sont avec une université, il y en a qui sont avec des OBNL. C'est quoi un peu la différence? Donc, je voulais juste vous démêler un peu pour que vous puissiez un peu plus comprendre. Donc, on a souvent des incubateurs, même si on a le terme accélérateur, souvent, ils vont plus souvent qu'autrement être des incubateurs universitaires. Donc, c'est vraiment des incubateurs qui sont faits souvent pour la communauté étudiante interne. Au HEC, vous êtes débile là-dessus, vous en avez tout plein à l'interne. Vous avez entreprise, il y a le parcours Rémi Marcoux, je ne l'ai pas mis, mais je pense qu'il y a aussi l'incubateur accélérateur avec Banque nationale. Donc, il y a beaucoup de solutions à l'interne. Donc, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat puis que vous cherchez un incubateur, je pense que tout ce qui est programme interne à l'université sont des très bons programmes pour vous donner une première idée entrepreneuriale puis vous aider à vraiment commencer votre entreprise. Il y a des incubateurs aussi qui sont affiliés avec des OBNL. FinTech Cadence en est un cas. Souvent, l'avantage d'être un OBNL puis d'être un incubateur, c'est qu'on n'a pas nécessairement, disons, un intérêt pour aller chercher de l'argent dans la start-up. Donc, on va vouloir aider l'entrepreneuriat, mais on va pouvoir aussi agir comme acteur intermédiaire avec les autres acteurs dans l'industrie. Ça peut être super avantageux et souvent, ces incubateurs-là sont gratuits pour les entrepreneurs aussi. On a des accélérateurs ou incubateurs corporatifs. On va souvent parler du terme, vous l'avez sûrement entendu, on parle d'innovation ouverte. Ce sont des grosses entreprises établies qui soit vont aller chercher des entreprises qui vont pouvoir rajouter à leurs produits à l'interne ou aider des entrepreneurs à se développer parce que leur solution pourrait potentiellement, éventuellement être achetée par la corporation. Donc, il y a toutes sortes d'incubateurs corporatifs. On peut passer à Startup en résidence, qui est l'incubateur de Desjardins. D'ailleurs, il y a Éric Morin de Desjardins qui sera là avec nous tantôt pour parler un peu plus amplement de ça. Et finalement, il y a tout ce qui est firmes de capital de risque qui sont généralement plus souvent qu'autrement des accélérateurs. La raison pour laquelle ils sont des accélérateurs, c'est qu'ils vont aller chercher vraiment, ils vont aider les entreprises à aller chercher un premier financement et souvent, il va aussi avoir un échange de l'argent. Évidemment, beaucoup de gens veulent faire ces accélérateurs-là. Ceci dit, il y a un petit bémol. Souvent, les firmes de capital de risque vont demander en échange un peu d'équité aux entrepreneurs. Quand on parle d'équité, on parle de donner un pourcentage de son entreprise à ces firmes-là. Et moi, j'aime beaucoup dire que c'est donner une partie de son âme quand on n'est pas nécessairement prêt. Donc, il faut faire attention quand on veut se lancer en incubation, accélération avec des capitales de risque, parce que quand on est au tout début de notre start-up, peut-être qu'on n'a pas nécessairement envie déjà de diluer notre capital. Donc, ça vous donner un peu un ensemble rapide des différents types d'incubateurs accélérateurs. Comme je vous dis, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est ça. Pour vous parler un peu plus, je voulais justement ce soir avoir la chance de vous inviter et d'inviter du monde qui ont fait des accélérateurs, incubateurs, des entrepreneurs, soit en devenir ou des entrepreneurs bien établis.
ben, en fait, surtout bien établis, mais bon. Je voulais, pour commencer, vous accueillir Élisabeth Gosselin, qui est la cofondatrice de Think Twice. Donc, Élisabeth, je t'invite à venir me rejoindre sur la scène. Salut tout le monde. Merci de l'invitation, Karina. Ça fait full plaisir. Merci à toi d'être là avec nous. Je vais juste stop mon share screen pour pouvoir mieux t'accueillir. Élisabeth, merci tellement d'être là avec nous ce soir. Dis-moi, pour les gens qui sont en ce moment en train de nous écouter, peux-tu nous parler un peu de ton entreprise Think Twice puis comment tu es venu à développer ça? Absolument. Mais juste avant de commencer, je sais qu'on est un petit groupe ou du moins, on n'est pas une grosse audience. Donc, j'aimerais ça c'est difficile d'être dans un panel quand on ne voit pas si vous roulez les yeux ou si vous êtes vraiment intéressé. Alors, si vous pouvez me poser des questions, ça serait super pertinent puis vraiment le fun autant pour moi que pour tous les autres panélistes. Comme tout le monde, on est tanné d'être en dedans, puis c'est toujours le fun de parler à des inconnus en ce moment. Alors, voilà, donc pour Think Twice, pour répondre à ta question, Karina, donc Think Twice, c'est un outil qui aide les gens à prendre des bonnes décisions d'achat en temps réel. Donc, on parle de petits objets en mesurant l'impact sur leur futur. C'est-à-dire, pour être sûr que tu n'ailles pas dans le rouge, tu consultes Think Twice, je vais acheter des souliers, qu'est-ce que ça va faire comme impact sur mon budget? Est-ce que je vais payer des intérêts sur mes souliers? Ou encore, qu'est-ce qui va se passer sur mes objectifs? Donc, moi, je veux m'acheter une maison ou je veux partir en voyage. De combien de temps je retarde mon voyage si je m'achète des souliers maintenant? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on a de l'argent dans notre compte de banque, qu'on fait nécessairement des bons choix. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de se priver, mais de dépenser intelligemment, puis idéalement écologiquement aussi. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà là, en ce moment, est-ce que vous trouvez ça hot? Faites un petit wave ou un levage de main. Oui, c'est ça. Super. Non, c'est vraiment c'est une belle plateforme que vous avez créée, toi et ta cofondatrice, Nathalie. Mais justement, je me pose la question, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, toi et moi, puis longtemps, quelques années déjà. Je pense que tu as beaucoup été dans le milieu startup avant même de partir ton entreprise. Ça a été quoi tes motivations, ou du moins tes inspirations pour te lancer en entrepreneuriat? Excusez-moi, madame. Ben, c'est le fun que tu poses la question parce que l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'avoir toujours été, en quelque sorte, fondatrice de projet. Je me rappelle, à un moment donné, c'était un samedi après-midi, j'avais 8 ans, j'avais rien à faire chez nous. Fait que je suis allée voir dans la maison qu'est-ce que j'avais en grande quantité pour que je puisse vendre. Donc, j'ai trouvé des ballons, parce que aussi mes parents ne voulaient pas que je prenne leur truc, évidemment. Là. Donc, j'ai trouvé une centaine de ballons pas gonflés. Et je me suis mis sur le bord de la rue, puis je me suis mis à vendre mes ballons. À 8 ans, j'avais encore de la misère à compter, mais c'est pas grave, j'étais juste contente d'interagir avec les gens, puis de savoir quelle couleur ils prenaient, puis tout ça. Donc, j'étais déjà très bonne à sonder le marché. J'ai pas eu un grand succès pour cette première entreprise. Par la suite, j'ai été beaucoup impliquée au secondaire, autant au cégep, toujours à faire partie des comités, lancer des projets. J'ai commencé à faire mes premiers projets payants, si on peut dire, justement au secondaire. J'organisais des parties en échange de... Puis je voulais même pas faire de l'argent, je voulais juste faire mes coûts. Puis ensuite de ça, au début, moi, je voulais être nutritionniste pour les astronautes. C'était super précis. J'ai fait mes sciences jusqu'à temps que je me rends compte que de la bio, c'était tough. Je n'ai pas la même facilité que toi, Karina, là-dedans. Et de fil en aiguille, je me suis ramassée en technologie dans mes anciens emplois. Et j'ai aussi passé par le travail de FinTech Cadence. Fait que j'ai vu les gens participer à différents incubateurs, de tous les programmes qu'on vient d'énumérer au préalable. Et je me dis, moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, je suis capable de faire ça. J'ai des idées aussi qu'on pourrait mettre à profit. Alors, c'est comme ça une fois que j'ai eu l'idée de Think Twice avec ma partenaire Nathalie, ça a embarqué avec le bon temps du coopératon. Puis, par mon expérience avec FinTech Cadence, j'avais vu une première vague du coopératon, à quoi ça ressemblait, puis de voir les autres réussir à faire ça. Et finalement, on s'est inscrite et bonne nouvelle, on a gagné le défi des jardins. Donc ça, c'était super et très gratifiant et satisfaisant aussi. Puis voilà, je vais arrêter là pour le moment puis je vais attendre ta prochaine question. C'est super, non, mais c'est super excitant. Je veux dire, je pense que c'est un beau parcours. Ça montre aussi comment des fois, tu
sais pas nécessairement que tu vas t'aller là-dedans, c'est pas nécessairement ton but ultime, mais comme de fil en aiguille, tes expériences t'emmènent là. Fait que super cool. Justement, tu parles du coopératon. Je pense que tu as fait d'autres incubateurs aussi. Tu as fait, si je ne me trompe, tu as fait le défi FinTech de Desjardins l'année passée. Tu as fait Ascension aussi. Ouais. Tu as fait plusieurs programmes. Dis-moi, comme, qu'est-ce que ça t'a amené en tant qu'entrepreneur, ces programmes-là? C'était quoi que tes takeaways, disons, désolé de l'anglicisme, là, mais tes takeaways durant tes années en incubation? C'est une bonne question parce que oui, on est là pour parler de prôner l'écosystème FinTech et précisément FinTech. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'il faut passer dans des incubateurs, des accélérateurs pour réussir. Il y en a beaucoup que je connais de mes amis qui n'ont pas fait d'incubateur puis qui ont vendu leur compagnie en cybersécurité. Ce que je trouve le fun, moi, des incubateurs, c'est que ça nous amène un cadre et compte tenu que nous, moi ainsi que ma partenaire et moi, on est plus des profils hustlers créatifs. On avait besoin d'encadrement au niveau technologique pour s'assurer aussi qu'on suivait bien les guides de base, soit de finance ou de technologie. Ensuite de ça, ça crée un excellent réseau de mentors, d'experts, des gens avec qui on peut se fier pour la suite aussi, parce que, tu sais, moi, je pense, personnellement, je n'appelle pas encore qu'on a une start-up, mais plutôt un projet en devenir une start-up. Et l'accélérateur et l'incubateur, je n'ai pas encore fait d'accélérateur. C'est ça, on a commencé par Desjardins en faisant le coopératon. Tant qu'à moi, c'était le premier, mais le plus difficile. Parce que celui-là était sur, je me semble, 5-6 semaines, là, ouais, un mois plus la finale. C'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de temps. Après ça, il y a eu Ascension, qui est par FinTech Cadence, c'est le fun parce que quand on fait le coopératon, Ascension devient une belle suite, mais un n'est pas obligatoire à l'autre, donc, et vice-versa. Et donc, avec Ascension aussi, on a eu le même type de suivi. Ça prend aussi une rigueur. Ça, c'est quand au début d'un projet, c'est le fun, la rigueur, parce que il n'y a personne, on n'a pas de boss quand on a une entreprise, quand on a un projet. Donc, il faut se botter le cul nous-mêmes. Et bien, le cadre permet d'avoir une certaine cadence, d'où le FinTech Cadence. Oh, j'adore ça! C'est ça, hein? Et Ascension, bon, c'est ça. Et puis, il y avait aussi un autre qu'on a fait en début d'année, en fin d'année, hein, je suis mêlée dans mes dates, avec Startup en résidence. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça, c'était next level. Tu vois que celui-là, on n'a pas fait la finale, on s'est rendu en semi-finale, puis on se dit... OK, on a encore des croûtes à manger, puis c'est correct parce qu'on se fait dire non, puis on se fait souvent dire que notre idée, soit pas l'idée pas bonne, mais que l'orientation est à retravailler, tout ça, fait que faut rester humble et ouvert d'esprit à se faire critiquer. Tout à fait. Mais on est là pour ça aussi. Puis là, j'ai participé aussi avec NextAI, on s'est rendu en semi-finale, puis là, celui-là, on n'a pas été choisi parce qu'il nous manque quelqu'un de technique dans l'équipe. Oui, ça, c'est tout le temps embêtant. Puis justement, je pense que beaucoup de gens cherchent justement des profils plus techniques dans leur entreprise. C'est souvent l'élément manquant ou du moins l'élément, la denrée rare. Elisabeth, j'ai une question du public, en fait. Yes! La question, c'est, avez-vous une estimation quant à la date de sortie de Think Twice? Ça, c'est cool, la question. Ça veut dire que vous êtes intéressé par le produit. La réponse, c'est non. On aimerait ça dire à la fin de l'été, mais c'est tellement qu'on a dit en avril l'année passée que ça allait être maintenant. Donc, on souhaite que ce soit à la fin de l'été, au moins pour le prototype. Donc, ça me fait penser, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez répondre à Karina pour que je puisse avoir votre courriel puis vous envoyer simplement le droit d'essayer le projet, pas le droit, mais la possibilité d'essayer le projet. Puis moi, ça va m'aider aussi, nous, de notre côté, ça va nous aider à mieux orienter notre produit. Tout à fait. Super cool. Alors, j'ai une question. Avez-vous un conseil pour ceux qui veulent participer à des concours incubateurs? Comment être choisi ou gagner des bourses? La première question, go for it. Si t'es là l'entrepreneur, vas-y. Aussi, c'est comme à la mode d'être entrepreneur. Hein? Puis j'aimerais ajouter que ce n'est pas une qualité, c'est juste un désir de faire nos choses par nous-mêmes. Puis je trouve qu'il y a comme un peu trop de glamour autour de ça qui
pas là pantoute, en fait. Là. Il est là la journée où que tu gagnes le prix, puis le lendemain, il se passe d'autres choses, puis on recommence. Donc, la première question, c'est vas-y, tu as envie de faire de quoi? Tu as une idée, tu veux faire valider ton idée. L'incubateur, c'est de la place pour ça. Puis, ça n'en prend pas gros. Ça prend juste comme moi qui est allé au magasin chez Brown, puis je me dis, hé, mon Dieu, mes souliers sont 250$, peux-tu me les acheter? Je regarde mon application RBC. Ça ne me disait pas que je pouvais les acheter, ça me disait juste mon montant, mon solde de mon compte, puis ça ne m'a pas aidé. Finalement, je les ai achetés, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait mes finances le lendemain, je n'avais toujours pas la réponse. Fait que je me dis, c'est quoi l'impact sur mon futur? Est-ce que je peux me les acheter? J'ai appelé ma mère, elle a dit, t'es assez grande, occupe-toi tes affaires. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas eu d'éducation financière. Donc, ça repart à tout ça. Donc, c'est parti juste d'une idée et d'une frustration parce que j'aime pas particulièrement la finance, mais je suis passionnée par mon problème. Je suis passionnée par vouloir m'en sortir de mon problème, de mes problèmes financiers. Aujourd'hui, ça va mieux. Là, la COVID, ça l'a quand même aidé. Là, les sorties ont réduit. Comment faire pour gagner? Suivez à la lettre le pattern. Soyez présent. Montez-vous intéressé. Faites du réseautage. Faites-vous voir. Ayez une bonne écoute auprès des experts. Il y en a que vous allez dire, oui, ils n'ont pas d'allure, eux autres. C'est quoi ce conseil-là? À 2 cents, dites oui, merci, puis procédez. Il y en a que ça va être des conseils qui vont faire que ça va changer votre projet. Puis, restez surtout propre à vous-même. Faites pas ça pour gagner non plus. Il y a bien des fois qu'on ne gagne pas, puis ça finit par avoir des projets positifs quand même, puis des succès. Parce qu'au final, le but de faire l'incubateur, c'est que ça nous donne un gabarit pour continuer. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est de faire une business qui roule, puis de créer de l'emploi, puis créer des revenus. Tout à fait, 100%. J'approuve à 100% ce que tu dis. J'ai une autre question. Est-ce qu'on doit donner des parts d'entreprise dans les incubateurs et les accélérateurs? Non, pas dans les incubateurs, pas de ceux qu'on a participé. Puis si un incubateur vous demande de l'argent, c'est pas une bonne idée. Il y a quelques incubateurs qui vont vouloir même être payants. C'est-à-dire que la start-up doit payer un certain montant. Puis je trouve que c'est correct là, à un certain niveau, ne serait-ce que pour... On a tellement de l'aide, on a tellement des services qu'en théorie, on accède des fois à des consultants qui vaudraient 250$ de l'heure, puis nous, on y a accès une demi-heure pendant 5 semaines à cette même personne-là. Donc, puis comme on est à un niveau très, très early stage, on ne doit pas donner de part, puis si vous en faites demander, dites non. Puis même aux gens qui viennent nous aider. Comme par exemple, nous, on a de gros défis, puis je pense que ça fait partie des questions. Là, un de nos gros défis, c'est de trouver quelqu'un qui va nous aider avec la technologie, soit les algorithmes ou faire l'application, la faire. Et on a eu à peu près 4 entrevues, on a essayé 2 personnes en même temps, puis on les a essayées pendant quelques semaines. Puis tu sais, un peu comme un couple, là, on va se dater avant de se marier. Ben c'est ça. La partie dating, là, c'est bénéfique pour les deux pour voir s'il y a un match. Mais même si la personne elle nous a aidés pendant, mettons, 20 heures, puis c'est beaucoup quand même, 20 heures. Mais s'il n'y a pas de match après, la start-up initiale, une idée ne vaut rien. L'idée vaut quand elle est créée, quand il y a quelque chose qui peut être un peu plus tangible. Alors, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait, tout à fait. Puis je rajouterais même que, tu sais, comme il y a tout à fait d'accord que si vous avez faire un incubateur, lancez-vous pas dans un incubateur où, justement, ils demandent une part de l'entreprise. Quand vous êtes au début, ça ne vaut pas la peine. Il y en a tellement qui existent qui ne demanderont pas ça. Ceci dit, il y en a des fois qui vont demander un prix de participation. Ça va être des petits prix là, comme 20$ pour participer. C'est juste pour s'assurer que les gens sont vraiment... Ils veulent embarquer dans ces projets-là. Dans ce temps-là, genre oui, ça vaut la peine. Mais effectivement, moi non plus, je ne conseillerais définitivement pas aux gens de se diluer leur entreprise. Autre petite question du public. Écoute, le public est en feu. Oui, j'aime ça. C'est parfait. On a une interaction. Pensez-vous ajouter une intégration avec des applications bancaires comme Desjardins, Vinci, Tangerine, etc., de la part de quelqu'un qui ne pense pas 2 fois avant d'acheter? Oui, ça, c'est une excellente idée. La réponse peut être aussi très complexe. Donc,
Effectivement, comme avec RBC, il y a l'application Nomi. L'idée, ce serait d'être en B2B2C, idéalement avec Think Twice. Donc, on serait soit en white label ou pas, avec un Desjardins, par exemple, puis vous iriez sur votre plateforme Desjardins. Think Twice, si vous voulez le consulter, vous pouvez. L'idée, c'est de le consulter avant d'acheter. Mais mon ultime rêve, là, ce serait que ce soit automatisé sur l'Amazon ou sur d'autres commerçants en ligne ou que ça soit très prévisif en prévision de vos achats. Donc, avant même que vous achetiez, je sois capable de dire « Hey, attention, on est vendredi, à peu près à 80% du temps, tu achètes du restaurant à cette heure-là. Je t'envoie un pop-up, te dire « Écoute, si tu veux te le permettre, si tu veux t'acheter un restaurant, parfait, coupe dans une autre catégorie, sinon tu n'arriveras pas à la fin de ton mois. » Donc, c'est vraiment d'intégrer. Idéalement, là, je me servirais de mon Google Home pour lui dire « Hey, je peux-tu m'acheter telle affaire? » Les possibilités sont infinies. Là. Super. Dernière question du public avant que je passe à mes dernières questions pour toi. Elle demande « Salut, je voudrais savoir quels sont les prérequis à part l'idée pour aller voir un incubateur? » Les prérequis pour aller dans un incubateur, À part l'idée, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui est cool aussi dans certains incubateurs, si je prends par exemple du coopératon, moi, je suis arrivée, j'avais déjà une amie qui était mon amie, mais que j'avais travaillé avec elle. On avait surtout une relation d'affaires. Quand je suis arrivée dans le projet de l'incubateur, c'est moi qui l'ai appelée pour dire « J'aimerais ça qu'on travaille ensemble. » Sinon, il y avait aussi d'autres personnes. Tu peux être solo avec une idée ou pas d'idée. Là, je prends par exemple le Desjardins avec le coopératon. Et puis, de fil en aiguille, il y a des activités réseautage pour qu'on puisse rencontrer d'autres gens. Et puis après ça, soit qu'il y en a qui embarquent dans l'idée ou soit que toi, tu peux embarquer dans l'idée de quelqu'un d'autre. Et parce que ce que j'ai aussi remarqué, quelqu'un qui est tout seul au départ, c'est très, très difficile. C'est difficile pour la motivation. Puis auprès des autres aussi, autant des juges que des experts, c'est le fun aussi d'échanger sur les idées quand on est plus que 2 dans l'équipe. Donc, pas de prérequis, ça prend juste un peu de guts. Tout à fait. Même, il y a des incubateurs, des fois, qui vont demander d'être en équipe, mais pas nécessairement de prime abord, mais qui vont dire « Ah, vous pouvez vous inscrire tout seul, on va vous former en équipe, mais vous ne pouvez pas faire votre projet tout seul. » Parce que, justement, comme tu dis, puis c'est même les statistiques, on le sait, là, les entrepreneurs qui réussissent en général sont rarement tout seuls. Ça prend plusieurs cerveaux pour emmener un projet à maturité. Donc, effectivement, des fois, ça prend d'avoir une équipe, mais aussi des fois, solo, puis on va vous former ou vous allez être capable de trouver des coéquipiers de cette façon. Pas trop des amis. Là. Des amis, c'est tout le temps un sketch. Là. Ça marche pas tout le temps. Ben, ça marche. Je veux dire, on a déjà vu des entrepreneurs, des couples là, qui réussissent super bien. Oui. Mais c'est vrai. Faut avoir un même mindset avec ses amis. Trop chouette. Écoute, Elisabeth, je vais juste retourner rapidement à mes questions. J'en avais quelques-unes encore pour toi. Entrepreneuriat, on parle souvent des bons coups. En fait, ce qu'on voit souvent dans les médias, etc., on voit les fameux Facebook, là, les gens qui partent leur projet d'affaires, deviennent millionnaires, etc. Mais on sait que la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Toi, as-tu eu des gros défis pendant ton développement entrepreneurial? Puis, c'est quoi les challenges que tu penses sont vraiment les gros challenges qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur? Oui. Mon plus gros challenge, là, ça n'a rien à voir avec l'incubateur ou le... Moi, V'là 8 ans, quand j'ai terminé mon MBA, je me pensais bonne. Je suis comme, ah, ça y est, moi, je lance mon projet d'entreprise encore. Je vais faire une course à obstacles hivernale et puis je vais m'arranger. Puis c'est fou, là, mais v'là 7 ans, 8 ans, des programmes d'incubateurs, ça n'existait pas tel qu'on connaît. Moi, quand j'étais à l'université, ça n'existait pas là, un département d'administration, des programmes qui peuvent aider les idées à se créer. Et puis, j'ai fait un peu d'argent avec la course, mais ça n'a pas été rentable. C'est-à-dire que j'étais dans le rouge après le projet. C'était super le fun, mais c'est ça, c'était le fun et ça m'a coûté très, très cher. Donc, mais cher monétairement, genre je me suis endettée là, personnellement pour faire ce projet-là. C'est à ce point-là que j'y croyais. Et après ça, ça a été difficile de m'en remettre parce que financièrement, la banque me courait après. Je n'avais pas de job. Et j'avais un MBA en poche, j'ai un bac en loisirs et communication pour les gens qui se le demandent.
moi, j'aurais pu être écréologue dans la vie, puis c'est pour ça que je me suis dit, faire course obstacle, ça marche, là, c'est mon chemin de vie. Finalement, non. Et ça a été difficile. Puis après ça, c'est là que je me suis promis que mon prochain projet, parce que je savais qu'il allait en avoir un, que j'allais dépenser aucun dollar pour. Et effectivement, je n'ai pas eu encore à dépenser pour Think Twice, sauf mon temps. Beaucoup de temps, beaucoup. Mais on a gagné de l'argent avec les concours, donc je peux dire à un certain point que c'était rentable. Super, trop cool. Bien, tout à fait. Puis c'est ça qui arrive au début, c'est tout le temps difficile. Il y en a beaucoup qui vont chercher justement de l'argent de la famille et des amis là, pour être capable de les souvenir à leurs besoins minimalement. Oui, mes parents ne l'ont pas trouvé drôle. On les salue. Oui. Super. Écoute, aurais-tu des conseils rapidement comme ça que tu voudrais lancer aux étudiants qui veulent se lancer en entrepreneuriat que tu n'as peut-être pas mentionné ou peut-être que tu as mentionné? Oui, je dirais, on entend parler de Benzo, d'Amazon, on entend parler de Elon Musk et autres géants du... Ça n'existe pas, ça. C'est des startups qui ont grossi à un point où que ça... C'est comme gagner à la loterie déjà de l'entrepreneuriat. Alors, je dirais viser plus humblement. Moi, je suis la première à vouloir viser haut et loin puis de vouloir être millionnaire, mais ce n'est pas ça qui est le principe de l'entrepreneuriat. Partez-y avec votre cœur, puis ça va vous mener possiblement plus loin que si vous dites « moi, je veux faire ça pour faire de l'argent ». Parce que non, c'est mieux de rester à l'école, tu sors de là, tu sors du HEC avec une belle job, puis possiblement que tu vas faire plus d'argent qu'un entrepreneur en général, parce que c'est tough. Puis ce qui est tough, c'est qu'on est souvent seul, puis une fois qu'on gagne, là, c'est le fun parce qu'on a gagné le coopératon, puis là, ça fait comme un peu de fumée, les gens t'appellent, les gens te félicitent, c'est le fun, en tout d'un coup, on devient populaire, puis après ça s'estompe. Puis après ça, on s'inscrit sur d'autres choses, puis là, on ne gagne pas. Puis là, ça devient difficile, puis là, là on se fait dire différents commentaires. Fait il y a toujours c'est des montagnes russes. Si tu aimes les montagnes russes, go for it. Puis essayez-le. Puis j'ai une job en ce moment, puis je trouve ça le fun d'avoir un projet de côté. Puis mon rêve, c'est de pouvoir laisser ma job puis de faire Think Twice à temps plein, c'est sûr. Mais c'est une belle motivation au quotidien. Penses-tu que ça t'a un peu apporté aussi pour ta job en ce moment de faire des programmes d'entrepreneuriat ou autre? Oui, à ma job actuellement, je travaille chez Ivado, qui est l'Institut de valorisation de données. Alors oui, effectivement, non seulement sont au courant, ça me donne aussi des très bons contacts. Donc, en termes de... Des fois, on parle d'un meeting, puis je dis, en fin de journée, on peut-tu se rappeler? J'aurais des questions pour Think Twice. Souvent, c'est des belles réponses. C'est important, par contre, de bien diviser son temps. Parce que c'est facile de s'embarquer dans notre projet, puis oups, il est rendu midi. Puis, donc, diviser son temps. Oui, les deux me servent. Puis, je pense que c'est comme ça aussi que j'ai choisi de travailler chez Ivado, en me disant, je vais pouvoir aider mon projet. En toute transparence, évidemment. Super. Fait que pour terminer, Élie, le temps file, malheureusement. Oui, laissez la place à Mathieu. Mathieu, en fait, là, vous allez voir, là, Mathieu, là, il a un parcours extraordinaire. Il a fait des incubateurs, je pense, juste 2 ans avant moi, puis il est déjà rendu millionnaire. Là, donc, success stories, là. Laisse-lui faire son pitch. Non, mais je suis fière de lui. Je trouve c'est hot ce qu'il a accompli. Moi, je m'en viens, là. Watch out, ça s'en vient. Super, Élie. Écoute, juste pour terminer, il se passe quoi avec Think Twice? C'est quoi la suite pour Think Twice? Là, Think Twice, on est en train on est à la recherche de gens qui vont nous aider pour l'algorithme, évidemment, et on veut lancer notre MVP, comme je disais, à la fin de l'été. Donc, on a une équipe de développement en backup, là, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir une 3e personne qui voudrait s'allier à Think Twice. Donc, on recherche la perle rare qui va vouloir nous aider à grandir. S'il y en a dans l'audience qui ont un background en tech, vous savez à qui écrire. Merci tellement, Elisabeth. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment cool. Merci pour l'invitation. Je vais rester avec vous autres. Oui, bien sûr.
Pour continuer, en fait, pour la deuxième partie du panel, je voulais inviter Mathieu Lavoie, qui est déjà en caméra on, et Éric Morin, qui est le directeur d'innovation à Desjardins, qui a parti le Startup en résidence. Donc, je vous invite à ouvrir vos caméras. Bonjour Éric, bonjour Mathieu. Salut Karina, salut Mathieu. Bonjour, Karina. Bonjour Éric. Tu es millionnaire, Mathieu? C'est bon à savoir. Non, sur papier, en argent Monopoly seulement, donc malheureusement, non. Ben c'est ça, Elisabeth a bien mis la table, je pense. Ça compte pareil. Quand tu as une start-up, là, quand c'est sur papier, ça compte. Là. C'est de l'argent Monopoly. On aura une décision. Tellement chouette. Écoutez, je vous ai invités les deux ensemble parce que je sais que, bon, Éric, tu as parti le programme d'accélération des Desjardins qui s'appelle Startup en résidence. Et Mathieu, que tu as parti de ta startup qui s'appelle Flair Systems, a justement fait le programme de Startup en résidence. Donc, bienvenue à vous deux. Je vais commencer avec toi, Mathieu. Est-ce que pour notre audience, tu pourrais peut-être parler rapidement de c'est quoi Flair Systems et comment l'idée t'est venue? Oui, puis je vais falloir que je fasse un petit... un peu d'historique. Lorsqu'on a fait Startup en résidence, on était plus axé au niveau prévention des crimes financiers d'un point de vue externe. Donc, nous, on regarde à l'extérieur de l'entreprise, sur les communautés illicites, savoir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe. Puis au début, on a commencé, puis je pense que ça va être une des leçons qu'on va discuter du pivot d'une entreprise. On a commencé, on se classifiait comme étant une fintech. On baigne encore un peu dans cet univers-là parce que, bien, évidemment, les entreprises financières sont souvent plus ciblées que les entreprises en général. Mais ce qu'on fait chez Flair, c'est qu'on aide les organisations. Parce que des fois, c'est des entreprises, des fois, c'est des gouvernements, des fois, c'est des organismes, ça peut être plein de choses. Donc, on parle vraiment plus d'organisations qu'entreprises à comprendre les menaces qui les ciblent, aussi regarder, comprendre c'est quoi ce qu'on appelle en anglais, l'anglicisme data exposure. Donc, c'est quoi les données qui m'appartiennent, qui sont à l'extérieur de l'entreprise, puis que je n'ai pas de contrôle dessus. Où est-ce qu'ils se ramassent ces données-là? Donc, on regarde, oui, comment les cyber méchants essayent de nous attaquer, mais on regarde aussi qu'est-ce que les employés font, qu'est-ce que les consultants, en fait, tout le monde qui est impliqué dans l'entreprise a comme comportement et comme action qu'on peut voir de l'extérieur, qui peut mener à de la divulgation d'informations privilégiées. Je vais vous donner un exemple très simple. On a vu parfois des équipes de marketing qui ouvrent un Trello board, donc une page Trello, puis ils commencent à mettre la stratégie de marketing de l'entreprise, d'une grande entreprise cotée en bourse. C'était probablement pas malicieux, c'était pas pour cibler l'entreprise, mais ça affecte quand même l'entreprise. C'est pas associé à une activité malicieuse, mais c'est de l'information privilégiée qui se ramasse à l'extérieur, qui pourrait, dans un contexte de menace, être utilisée de manière malicieuse. Donc, ne serait-ce que si ça tombait dans les mains de leurs compétiteurs, tu sais. Ne serait-ce que ça tombait dans les mains de la compétiteur. Donc, on va parler beaucoup de ce qu'on appelle la cyberhygiène d'un point de vue extérieur. Donc, nous, on n'est pas dans l'entreprise. Il y a beaucoup de produits de cybersécurité qui vont essayer de contrôler au niveau des échanges d'informations à l'intérieur de l'entreprise, les systèmes de sécurité, s'assurer que la sécurité du poste, du réseau, etc. est bien contrôlée. Nous, on est uniquement à l'extérieur de l'entreprise, puis on regarde d'un point de vue externe. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on connaît sur toi? Puis comment ça change à travers le temps. Puis cette information-là qu'on donne d'un point de vue externe, bien, elle permet de faire des choses beaucoup plus avancées lorsqu'elle est corrélée par nos clients avec leur information interne et leur savoir interne. Donc, on est à l'extérieur, on regarde pour comment les entreprises sont ciblées par les cybercriminels, puis aussi c'est quoi les erreurs humaines qui mènent à la divulgation accidentelle d'informations. Super, vraiment un beau concept de projet, là. Je commence avec toi, Éric. Éric, tu as parti l'incubateur Startup en résidence. Est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte comment Desjardins a décidé ou pourquoi Desjardins a commencé à faire l'incubation ou l'accélération? Oui, avant, je ne veux juste pas qu'on oublie, je ne veux pas lancer un débat, mais à la fin, s'il nous reste du temps, j'aimerais ça revenir sur toute la notion de prise d'équité dans une startup. Et apporter un peu de nuance, là, je pense que c'est Emma qui a posé la question parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains points qui ont été avancés. Donc, je voudrais débattre tout à fait. sur les avantages et évidemment le contre. Là. Puis, je pense que Mathieu va pouvoir aussi renchérir. Donc, Startup en résidence, en fait, c'est un programme d'accompagnement de start-up. Puis, c'est un peu un hybride entre un incubateur et un accélérateur. Et au fond, ben, je pense que tout à l'heure, Karina vous a parlé un peu de la différence entre les deux. Pour résumer simplement les choses, l'incubateur aide l'entrepreneur à lancer son entreprise. Puis l'accélérateur
va permettre à l'entrepreneur de concevoir puis de mettre en place son idée imaginée dans la phase d'incubation. Donc, c'est de l'accélération, c'est là souvent, c'est assez agressif. C'est là aussi que, généralement, il y a la prise d'équité. Alors que dans l'incubation, ben c'est long, ça dure souvent 8 mois, 1 an, 2 ans, puis c'est vraiment de l'accompagnement d'expertise. L'accélération aussi, mais l'incubation plus. Donc, on a créé vraiment un hybride entre les deux. Ça a commencé par l'incubation pure et dure, puis on a passé en mode accélération parce qu'on y a collé une enveloppe d'investissement avec une légère prise d'équité, dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais l'idée, donc c'est un programme d'incubation / accélération corporatif. On est différent de ceux, des programmes qui existent à l'externe. Puis l'idée, c'était demeurer leader dans l'innovation dans les technologies financières, les technologies immobilières et aussi les technologies de la santé. Et c'était aussi de permettre, là, comme le rôle de Desjardins, d'accompagner ces jeunes entrepreneurs-là en les aidant, les appuyant dans leur croissance, leur donner des bons conseils, de l'expertise. Alors, c'est pour, évidemment, jouer le rôle de coopérative au Canada, parce que c'est pan-canadien, mais aussi c'est pour encourager ou du moins accélérer les innovations dans les technologies que je viens de vous mentionner. Okay? Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a monté le programme. Puis évidemment, ultimement, ça se peut qu'il y ait une entente commerciale qui se fasse avec la start-up, mais maintenant, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de les accompagner et aussi d'investir dans la start-up, mais l'investissement en pré-démarrage. Donc, c'est vraiment pour lui donner un coup de main. Tout à fait. Merci, Éric. Et puis, en fait, je suis curieuse de t'entendre, puis je pense que c'est toujours important d'apporter des nuances. Pourquoi penses-tu justement qu'il y a quand même un certain avantage d'aller chercher de l'équité pour une entreprise? Bien, il ne faut pas se garrocher là-dessus à tout prix, parce que tu as un parcours comme entrepreneur, puis quand tu regardes aux bonnes places, c'est bien conseillé, mais tu peux trouver de l'argent. Ça commence par toi-même, ton portefeuille, là, quand tu es bootstrappé, comme on dit. Dans les bons termes, mais c'est aussi l'argent de la famille, des amis. Là, déjà, tu as presque un peu de prise d'équité. Ce n'est pas le bon terme, là, mais tu es déjà en train de donner une petite partie de ta compagnie. Là. Mais peut-être pas, ça dépend des arrangements que tu as avec ta famille et tes amis, mais tu sais, en quelque part, il y a des gens qui t'apportent quelque chose, il faut que tu leur donnes de quoi au retour. Puis un jour, ta compagnie va être valorisée à tant de milliards, comme celle de Mathieu. Puis ben là, ça va rapporter aux amis et aux parents. Mais il ne faut pas il y a une différence entre le gros capital risqueur qui va t'aider à scaler up, à vraiment donner un boost de ton entreprise, mais qui va vraiment jouer sur ta valorisation. Mais tu peux aussi rencontrer ce qu'on appelle les investisseurs providentiels ou les anges. Puis il y a plusieurs instruments financiers. Là, je pense que c'est Emma encore qui a posé la question. Plusieurs instruments financiers, il faut que tu regardes. En fait, il faut que tu sois bien accompagné, bien conseillé, mais dis pas non à une prise d'équité. Il faut l'évaluer avant. Je pense que ça peut être. Il y a plusieurs formats. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais tu as la dette convertible, tu as un safe, tu as plein d'informations que tu peux trouver sur Internet. Mais qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Ben, en fait, moi, ce que j'ai plus discuté, c'est de l'équité pour upfront pour un service d'un incubateur. Moi, je pense qu'un investissement, c'est toujours bienvenu. En échange d'argent, je pense que c'est un commitment. Quand on rentre dans une optique de mon temps vaut tant, alors tu me dois de l'équité. Moi, j'ai personnellement moins embarqué là-dedans. Il y a des entreprises qui l'ont fait et que ça a été super bénéfique. Donc, je pense que ça dépend de c'est quoi votre personnalité, c'est quoi votre stratégie d'entreprise, c'est quoi votre vitesse. Quand on a levé notre seed round, on a eu aussi ce questionnement-là parce qu'on avait une valorisation d'entreprise qui était fixe. Puis là, on avait plus d'investisseurs qui voulaient investir, dont Desjardins, qui malheureusement, il a fallu dire non à ce moment-là parce que ça venait trop. On avait déjà nos. En fait, au final, Desjardins est investisseur par notre lead investisseur qui est Luge Capital, là, qui est un des LP de Luge. Mais on arrivait à un stade où est-ce que notre stratégie, c'était de donner tel pourcentage d'entreprise à telle valorisation. Puis si on voulait agrandir et chercher plus d'argent, on n'avait pas encore à ce moment-là une vue sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, parce que c'est un coût d'opportunité. Et ça a un coût. Fait que si tu n'as pas un plan en tête, puis ton seul plan, c'est de raiser le plus d'argent, puis de sortir avec aller chercher le plus gros montant à la fin, puis de diluer de 40-50% de ta première ronde, selon nous, c'était vraiment pas notre stratégie. Ça peut marcher si
si ta stratégie, c'est d'y aller en levant des rounds de financement aux 6 mois, là, parce qu'après ça, tout le monde sort dilue, tout le monde sort dilue, tout le monde sort dilue, puis ça se replace ça replace la cap table dans une optique qui fait plus de sens. Nous, notre stratégie, c'était plus de use the money wisely, donc être très, très efficace avec l'argent. Donc, on a dit, on prend tant d'argent à telle valorisation, puis encore, ça fait depuis 2019, puis on a encore 12 mois de runway devant nous, là. C'est un des avantages d'être au Québec. Il y a énormément, puis même au Canada, en fait, il y a énormément de programmes pour ajouter sur une prise d'équité pour aller pour quasiment doubler la perte d'équité par des programmes soit en dette ou soit en grant, en bourse. J'imagine, c'est pas tout à fait des bourses, c'est plus des subventions. Différents programmes gouvernementaux. Exact. Oui, il y en a une marge, effectivement. Mais tu as raison, mais tu as magasiné aussi, puis c'est de la stratégie. Puis oui, c'est correct, ça fait partie des nuances qu'on veut apporter. Puis c'est sûr que, Emma, tu parlais de part d'entreprise. Quand tu rentres dans un incubateur, ça arrive moins souvent dans un incubateur, ça arrive plus souvent dans un accélérateur, mais il faut savoir c'est quoi qui viennent. Comme Karina a dit, est-ce qu'ils prennent une partie de ton âme ou c'est-tu de l'investissement en pré-démarrage, puis c'est-tu sous forme d'une dette, l'obligation convertible, une dette, au fond, l'investisseur, à un certain moment, lors de l'achat, peut décider d'être remboursé ou convertir ses obligations en actions, mais c'est un petit peu plus soft, ou un safe aussi, là, ça peut être un peu plus soft, mais il faut juste bien magasiner. Alors, je pense que tout le monde a comme... En fait, c'est juste les nuances qu'on voulait apporter. Mathieu a apporté un très, très bon point, mais tu sais, ton parcours d'entrepreneur va être ponctué avec des rencontres d'investisseurs. Il faut juste rencontrer les bons, puis comprendre qu'est-ce qu'ils t'offrent, puis être bien conseillé. Parce que très honnêtement, au début d'une entreprise, ce que tu as besoin, c'est de l'argent. Nous, quand on a fait Startup en résidence, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on roulait notre boss. On s'était déjà planté quelques fois pour prendre les conseils puis bien les comprendre. Puis je pense que ça fait partie du cheminement normal d'un entrepreneur. C'est voici un peu d'argent, va faire tes expérimentations, va tester des affaires, reviens-nous, puis ça donne une espèce de filet social de, au moins, tu ne le fais pas pour rien. Nous, on était 4 fondateurs techniques, ingénieurs et un professeur en criminologie. On avait travaillé déjà un peu dans le domaine. On a travaillé comme 4-5 ans. Mon CTO était consultant chez Google avant de finir son bac. Là. Donc, il était déjà réglé à ce côté-là de point de vue financier. Donc, on n'a pas pris de risques financiers personnels. En fait, nous, ce qu'on considère, c'est un coût d'opportunité. Présentement, si j'avais gardé mon emploi et que j'avais été plus dans un mode consultation en cybersécurité, je ferais probablement 4 à 5 fois mon salaire que je fais présentement dans l'entreprise par année. Donc, puis ça, je serais probablement plus proche de ce qu'Elisabeth disait de son objectif de $1 million en ayant fait ça quand on a parti de mon entreprise. C'était vraiment pas ça le motivateur. En fait, pour moi, puis pour mes autres cofondateurs, la stabilité, l'emploi qu'on avait dans les 6 chiffres en sortant de l'université ou presque, c'était plus un attache dorée, c'est plus une chaîne dorée qu'il fallait couper parce que là, on s'en retournait. Puis quand on est rentré, nous, c'était la norme. 1 an, pas de salaire, c'est ça ton sweat equity. Tu rentres, tu ne fais pas d'argent, bootstrap-toi pour 1 an, c'est comme ça que ça marche. Puis l'argent, on va l'apprendre si on en fait pour engager du monde, pas pour payer les cofondateurs. Puis on a vraiment commencé l'entreprise sur ce mantra-là. Puis on s'était organisé pour pouvoir le faire. Puis ensuite de ça, même encore dans l'entreprise, on se fait encore un point d'honneur, moi et mon CTO, qui sont les 2 plus grands actionnaires dans l'entreprise, d'être les personnes les moins rémunérées de l'entreprise. Justement parce que notre incentive, bien sûr, si jamais il y a un événement de liquidation, là, ça va être intéressant pour nous. Autrement, comme ça fait beaucoup de papier pour partir des feux de camp. C'est pratique aussi. Là. Mais c'est un peu ça la réalité. C'est que ça reste, pour ça que j'appelle ça de l'argent Monopoly, parce que tant que tu ne l'as pas converti, puis on est plus là-dedans, puis on est peut-être moins au début de démarrage d'entreprise, c'est que les valorisations d'entreprise au début ne sont pas réalistes. Là. On n'est pas sur des multiples de EBITDA ou des multiples de revenus, ça ne fait pas de sens, parce que sinon, ça ferait que le premier investisseur investirait de l'argent puis irait chercher 50, 30 40 de l'entreprise. On est plus dans vraiment une optique de c'est quoi les opportunités, comment tu peux investir. Puis mon investisseur nous l'a dit très clairement récemment. Il dit la raison pour qu'on investit, c'est l'équipe. Le projet, c'était cool, l'idée, c'était bon, mais
au stade de démarrage, au stade de pré-démarrage, tu investis dans une équipe. Je pense que c'est un peu ça que vous voyez avec Startup en résidence. C'est drôle parce que les grosses compagnies comme les grosses entreprises comme Desjardins qui font du capital de risque vont passer des mois, des semaines à faire un due diligence pour essayer de tout comprendre l'entreprise, alors qu'ils ont l'opportunité d'ouvrir un incubateur, que ces entreprises-là viennent dans leur bureau, qu'il y a une collaboration qui se développe, qui voient si c'est un fit, si c'est une entreprise. Pour vrai, là, je suis pas mal sûr que tu le savais, Éric, les entreprises qui ont sorti ton accélérateur, ceux qui allaient marcher et ceux qui allaient probablement pas marcher. Tu as probablement au moins une meilleure idée de ça que de faire un due diligence. Donc, pour moi, je pense que c'est une opportunité en or pour des entreprises comme ça, d'aider des startups. Aussi, de leur côté, leur What's in it for them, de comprendre quelles compagnies ont du potentiel, puis de miser sur les bonnes entreprises. Tu as apporté un bon point, puis je pense que ça s'adresse à toute la gang là, aux spectateurs, n'est-ce pas? Vous voulez créer une entreprise, vous êtes intéressé par, vous identifiez un problème, vous voulez démarrer ou monter une équipe et démarrer votre entreprise, votre startup pour régler ce problème-là, good, mais c'est qu'est-ce qu'il y a de l'air votre équipe. Quand vous allez décider de faire un incubateur et ensuite un accélérateur, bien, les incubateurs, accélérateurs, les bons, là, ils regardent la qualité de l'équipe. Ils vont regarder, bien là, il y a juste 3 ingénieurs dans cette équipe-là. Ils vont dire, ça prendrait quelqu'un pour faire du développement d'affaires, ça prend quelqu'un pour des volets business. Donc, souvent, ta composition d'équipe, tu pars toujours avec 2, pas une personne. C'est rare. 2, tu as quelqu'un qui est t'es le CTO, la CTO, tu es le brain techno, puis l'autre, ben, c'est le wise business. Puis ça, un investisseur va regarder ça, un incubateur, un accélérateur va regarder ça parce que tu vas investir ton temps, puis tu vas mettre de l'énergie pour accompagner cette start-up-là. Tu vas des humains, des fondateurs, fondatrices, là. Mais s'ils n'ont pas une bonne synergie d'équipe ou s'ils n'ont pas pensé à leur plan, à la composition de leur équipe, ben, même s'ils ont une solution exceptionnelle, ils vont crasher, puis les investisseurs ne seront pas nécessairement séduits, là. Karina, est-ce qu'on répond à toutes tes questions? Écoute, c'est ça que j'allais dire. Je viens pour poser mes questions, puis vous répondez avant même que je puisse les poser. Donc, écoute, je ne sais pas à quoi je sers. Je vais mettre ma caméra à off ou pas. Non, participe avec nous, donne ton avis. Oui. Non, mais c'est super intéressant. Puis tout à fait, ben, justement, ma question pour toi, Mathieu, c'était comme pourquoi avoir décidé de Startup par exemple, mais je pense que tu as bien répondu. Ceci dit, je sais que Mathieu, tu as fait d'autres incubateurs après Startup par exemple. Tu as fait le Santex, si je ne me trompe, puis tu en as fait peut-être d'autres. Oui, on a passé aussi par NextAI. Puis en fait, ça, on va parler de choisir un bon accélérateur, puis pourquoi y aller, puis pourquoi pas y aller. Puis après ça, il y a aussi la notion de où est-ce que tu es rendu dans l'entreprise. Puis ça, on va en parler. Nous, on a fait le Santex. En fait, on a commencé par développer notre projet en disant, nous, on fait une entreprise, on veut régler un problème, on veut disrupt un marché. On veut arriver avec c'est l'innovation. Fait que là, au début, très honnêtement, j'avais une perspective d'entrepreneur un peu lifestyle, des gens qui très lifestyle entrepreneur, qui font de business, puis là, ça ne marche pas, ils en partent un autre, puis qui est juste un peu là-dedans, puis c'est comme, mais arrête de parler de ton nouveau chatbot Messenger, là, puis faites quoi, là, puis arrive avec de quoi de concret. Puis nous, on était très, très dans ce mindset-là de hard proof. Tu as une idée, là? Ben, fais-la, là, puis arrive avec des preuves, puis on va en discuter. Ça a toujours été un peu cette approche-là, pour le meilleur, pour le pire. Probablement que des fois, ça nous a nuit, des fois, ça a été utile, mais c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, faire un accélérateur pour nous au début, là, avant qu'on rentre à Startup en résidence, il a fallu qu'on soit un petit peu convaincus parce que nous, on était dans une optique de, ben, écoute, on n'a pas de temps à faire aller faire des brainstorms dans des piscines à balles. Là. Oublie ça. Là. On n'est pas là du tout. Là, on n'était vraiment pas dans ce concept-là. Puis là, on était comme, explique-moi qu'est-ce que je vais chercher là-dedans. Puis pour Desjardins, nous, ça a été clair d'avoir cherché un peu comment naviguer cette entreprise-là, puis comment, on était en discussion pour notre premier client, on était en preuve de concept / 3 mois, ça extendait 1 an. Puis on était vraiment là-dedans lorsqu'on a parlé avec Desjardins. Puis un des buts, c'était de naviguer cet écosystème-là, de bien comprendre, puis de comprendre l'écosystème montréalais. C'est là qu'on a connu Éric. C'est un peu, ça a été le rôle d'Éric d'être un peu, ben, en fait, pas un peu, là, la mascotte officielle de Flair. Puis de aussi nous emmener vers, ben, à qui tu dois parler, qui est utile, qui est moins utile pour toi, puis de vraiment t'orienter puis t'aiguiller là-dedans. Là. Ça a été un peu le
la première personne quand tu arrives à l'université, là, qui t'oriente à la bonne place, puis de dire où est-ce que tu dois aller. C'est un peu ça dans l'écosystème montréalais, puis ça nous a été très utile parce qu'on n'a pas perdu de temps à parler à des personnes qu'on n'avait pas nécessairement d'intérêt commun à parler. Puis de rester un peu dans cette espèce de je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec notre entreprise, on reste dans cette espèce de pool d'entrepreneurs, c'est cool l'entrepreneuriat. Tout ça ne nous intéressait pas, on cherchait des gens qui voulaient faire avancer les choses. Après ça, le Santec, ça a été l'autre accélérateur qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on était conscient de nos faiblesses, qu'on était 3 ingénieurs, puis un PhD en criminologie. Puis c'était un peu ça qu'on... Puis, tu rentres au Santec, la première slide, c'est vous n'avez pas le temps de faire un MBA, vous n'avez pas le temps de faire de HEC, vous êtes des ingénieurs, vous êtes à un côté du balancier, on va aller de l'autre côté du balancier, côté business, puis ça va vous ramener quelque part au milieu. Puis tu sais, c'était à la mi-session, l'évaluation, as-tu des ventes, as-tu parlé à des clients, combien tu as fait d'appels? C'était très business, business, business. Puis il nous disait, genre, la tech, je m'en fous, je ne veux même pas que tu m'en parles. Je veux comprendre ce que tu veux faire, je m'en fous comment ça marche. J'ai dit, tant que je paye sur le bouton et ça marche, là, après ça, je m'en fous de tes algorithmes en arrière. Puis il rentrait dans un mode qui était très, très comme ça, puis il disait, la première présentation, c'est c'était 15 semaines, dans le fond, qui était la partie, j'imagine, incubation. Puis après ça, tu as la partie 2 ans que c'est très hands-off, puis on te donne les ressources, puis les locaux, puis ce que tu as besoin pour grossir l'entreprise. Mais pendant le 15 semaines initiales, il commence sa présentation en disant ici, ça, c'est un vaccin business pour des ingénieurs. Voici ce que le Santec est. Puis ça commençait de cette façon-là. Puis c'est vrai qu'ils nous ont ramené de l'autre côté. Là. Puis c'était pas le but de nécessairement nous faire pitcher comme à Fund the Fuel, où est-ce que les gens passaient énormément de temps à pratiquer leur storytelling, puis leur pitch. C'était, oui, d'avoir qu'on comprenne ce que tu fais, que ça soit clair, que ça soit pertinent, puis c'est quoi le but, là? Il faut de mettre à la place de l'autre personne puis de dire ton projet de conservation des brocolis, je m'en fous. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? T'sais? Explique-moi vraiment qu'est-ce que ta technologie va apporter à moi, puis mets-toi de l'autre côté. Fait que, il prenait le business, puis c'était très comme ça. Là. Je dis, essaie de me convaincre de pourquoi, why should I care? C'est vraiment le why should I care. Ça a été pratique. Après ça, on a fait NextAI parce qu'il y avait de l'argent associé, il y avait une bourse, il y avait ci. Écoute, pour nous, on était trop avancés, selon moi. On était 3 entreprises qui ont fait NextAI à ce moment-là, qui étaient trop avancées, qui étaient post-revenue, qui étaient dans une optique de croissance de revenus, parler à des clients, grossir. C'est un excellent accélérateur. Si j'avais à repartir une entreprise demain matin, j'irais vers ça, j'irais pitcher mon idée. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient pré-commercialisation. C'est ce qui était difficile dans les cohortes, c'est qu'il y avait 3-4 entreprises sur 25 qui étaient rendues à parler à des clients, d'autres qui étaient encore plus en train d'idéation, raffiner leur business model. À l'école primaire et secondaire, cégep dans la même classe, là, on s'entend. Oui, mais en fait, c'est qu'ils voulaient l'idée derrière, c'est pas une mauvaise idée, c'est de dire nous, on va donner les outils pour qu'on va former des entrepreneurs. C'est peut-être pas votre entreprise-là qui va être votre bonne entreprise, mais on va former des entrepreneurs. Donc, on va vous donner vraiment un MBA en condensé. Ceci étant dit, quand tu me dis tu ne peux pas sortir de la carte de 3 heures pour prendre une rencontre avec un client, la réponse, c'est just watch me. Essaye de m'attacher à ma chaise juste pour le fun. Là. Si j'ai un call client et qui me dit es-tu disponible à 10 heures, la première réponse, c'est oui. C'est pas là, j'ai un cours avec un accélérateur, est-ce qu'on peut faire ça à 11 heures? Non. C'est 10 heures, oui, monsieur. Ou oui, madame. On va prendre l'appel, puis je vais être là, je vais être en personne, je vais être là pour mon équipe. Ça reste qu'il y a des prérequis d'entreprise que c'est notre projet, on y croit. Là, on est conscient que c'est peut-être pas le seul projet qu'on va faire, c'est peut-être pas celui qui va marcher, mais présentement, là, c'est là que mon énergie est allée. Puis ça, je pense que c'est important pour les accélérateurs de respecter cette partie-là. Puis, on a donné le feedback, puis je pense qu'ils ont adapté en conséquence. Ils sont allés chercher vers des stades d'entreprise parce que avoir l'information qu'ils m'ont donnée dans les cours, j'aurais évité énormément d'erreurs. Si vous êtes au stade, plus vous avez une idée, vous avez 2-3 cofondateurs, vous cherchez par où commencer, allez suivre, allez là. C'est tout ce qu'il vous faut pour démarrer une entreprise. Un peu d'argent pour vivre, puis des notions de base qui vont vous être utiles pour plus tard. Tu avais une question là-dessus, je pense. Je voudrais savoir juste
je voudrais juste savoir quels sont les prérequis à part l'idée pour aller pour un incubateur. On vole mon rôle. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Mais en fait, justement, j'allais sauter là-dessus, M. Morin. Merci de me prendre ma job. Bien, en fait, ce que j'entends beaucoup, Mathieu, puis je pense que tu le traduis très bien à travers tes expériences, c'est qu'il faut magasiner quand même son incubateur par rapport à ton stade de développement. Fait que, pas tous les incubateurs vont être nécessairement adaptés à ton entreprise. Fait que pour, mettons, du monde qui commence, peut-être que les incubateurs vraiment pré-démarrage sont les plus adaptés. Oui. Puis pour des entreprises un peu plus avancées, ça va être plus des accélérateurs. M'en vient ma question, M. Morin. Est-ce qu'il y a des désavantages à faire plusieurs accélérateurs, incubateurs ou des petits pensez-y bien, mettons? Ça dépend. Oui. Mais en fait, puis là, il faut revenir un peu à la définition d'incubateur corporatif versus incubateur traditionnel. Bien, en fait, il n'y a aucun incubateur traditionnel. Ils ont toute une recette, programme personnalisé et tout. Un incubateur corporatif, c'est un incubateur de Desjardins, c'est un incubateur des très grandes organisations, pas la plupart, mais quand même beaucoup, ont leur propre incubateur. Ça existe depuis 1959, là, ça ne date pas d'hier. Et l'objectif premier d'un incubateur corporatif, c'est de recruter des jeunes pousses, des startups qui ont un potentiel de croissance, mais pour leurs beaux yeux. Est-ce que tu peux m'aider, moi, à faire de la co-innovation? Peux-tu m'aider dans ma transformation numérique? On va peut-être signer un deal, on va peut-être investir dans toi. Tu fais ça pour ta paroisse, comme on dit. Mais donc là, tu peux décider comme entrepreneur, dire, moi, je suis en technologie financière, je vais aller vers Startup à résidence ou Wells Fargo ou whatever. Ils ont des programmes d'incubation corporative parce que je pense que je peux apporter de la valeur aux clients membres de Desjardins. Puis là, c'est de voir comment, OK, parfait, là, tu passes à travers un périple là, d'entrevue, on voit si tu es fit là, pour entrer dans le programme. Puis après ça, on t'accompagne pour bâtir potentiellement un partenariat ou du moins essayer de dealer avec une grande organisation. Donc, c'est vraiment un incubateur corporatif. Puis après ça, tu as les incubateurs un peu comme les accélérateurs comme Mathieu parlait. Est-ce que c'est bon d'en faire plein? Il faut voir la vie d'entrepreneur comme étant un parcours. Est-ce que tu vas faire du surplace? Vas-tu toujours revenir, ou des fois, tu vas te perdre, puis tu vas revenir tu vas passer 3 heures à marcher, puis tu vas revenir exactement au même point. Puis il y a donc, il faut vraiment que ça soit adapté à toi, puis que tu sentes que tu progresses. Donc, tu sais, un incubateur, qu'est-ce qu'un autre incubateur peut t'apporter de plus? Il faut voir. C'est un incubateur traditionnel, incubateur corporatif, après ça, un accélérateur. Tu peux faire 2 accélérateurs, un spécifique très, très axé sur l'intelligence artificielle, d'autres plus en cybersécurité, whatever. Mais une chose est certaine, c'est si tu passes ta vie dans un incubateur / accélérateur, c'est comme passer 15 ans à l'université si tu ne veux pas un PhD. Là. À un moment donné, get a job, man. Ça veut dire, moi, comme investisseur, si tu as juste fait des incubateurs accélérateurs, oui, tu as fait du développement d'affaires, mais tu vis sur des bourses. Même si ta solution est bonne, il te manque un peu, tu es encore en culotte courte. Tu as besoin d'aller chercher un peu d'expérience dans le marché. Puis c'est exactement ce que Mathieu dit. Il faut que tu fasses ton développement d'affaires. Il n'y a pas un programme qui va t'empêcher de faire ton développement d'affaires. S'ils font ça, ça vaut rien. Parce que ta première raison d'être dans un incubateur, c'est d'aller trouver les outils pour faire encore plus de reach-out puis d'avoir les bons instruments pour faire ta conquête de marché. Il ne faut pas qu'on t'empêche, il faut qu'on t'encourage, il faut on t'aide à faire des mises en relation. On t'aide à faire des relations d'affaires justement pour vendre ta solution. Mais si on t'impose une formation à 10 heures, comme Mathieu dit, puis non, c'est ça, sinon tu débarques du programme, tu ne vas pas débarquer du programme. Là. Moi, c'est ma business avant tout, puis c'est just too bad. Je vais aller dans un autre incubateur accélérateur, mais j'en ferai pas. Je vais nuancer un peu, Eric, à ce niveau-là, dans le sens parce qu'il y a quand même il y a des périodes dans les accélérateurs que c'est comme telle période, c'est utile. Même si ils t'aident quand même à te former puis à planifier ton coût dans l'optique, mais quand c'est faut que ça soit quand même minimal. Il faut que tu comprennes, il faut que tu te gages, il faut que tu puisses faire le pour et le contre de telle activité est obligatoire. Pourquoi est obligatoire? OK, ça, je vais le respecter puis je vais bouger en conséquence. Mais en effet, il ne faut pas que ça devienne dans une optique où est-ce que toutes les activités deviennent obligatoires puis que toutes les activités sont requises. Au final,
on le dit pas assez souvent, là, mais vous êtes la seule et unique personne qui savez ce qui est bon pour votre entreprise en tant que fondateur. C'est vous autres, au final, qui le savez. Fait que prenez les conseils, prenez les formations. Moi, je pense que avant d'essayer avant d'aller sur la glace, ça vaut peut-être la peine des fois d'aiguiser ses patins. Il y a cette notion-là, là, mais c'est sûr que perfectionner, suivre un cours de perfectionnement sur comment mieux aiguiser ses patins, c'est pas toujours la meilleure chose. Des fois, tu es mieux de sauter sur la glace et essayer d'aller provoquer quelque chose. Tu scores pas de but, par exemple, tu restes sur le banc. Donc, il faut aussi. Tes patins sont bien aiguisés, c'est ça, exact. Mais... ça, c'est très bon, là. Oui, excuse-moi, Karina. En fait, je veux juste changer un peu de sujet. L'incubation, c'est super intéressant. Je pense qu'on a quand même fait le tour. J'aimerais ça avoir quand même, parce que le temps file, un peu plus votre point de vue. Éric, tu as un profil très entrepreneur. Évidemment, Mathieu, tu as un profil entrepreneur, tu as parti d'entreprise. Pour revenir un peu à la même question que j'ai posée à Elisabeth tantôt, ça a été quoi vos challenges en tant qu'entrepreneur? C'est quoi les grands défis? J'aime ça montrer aussi l'envers de la médaille parce que je pense que c'est important quand on se lance en entrepreneuriat d'avoir quand même la tête froide et bien savoir dans quoi on se lance. Fait que je contacte toi, Mathieu. Ben, tu commences toujours par lui. Ben, okay, vas-y, Éric, commence. Vas-y, Éric. Ben, ça, il pense ça, il part. Puis... bon, c'est correct. C'est correct. J'adore ça. Mais en fait, j'espère que je ne vais pas te scooper, mais je pense que, OK, c'est pas le cash. Il y en a du cash. Il faut juste le trouver, mais c'est de bien s'entourer, tu sais, puis prendre des conseils des gens, mais surtout de bien s'entourer, c'est super tough de bien s'entourer. C'est pas nécessairement ton cousin ou ta cousine, c'est trouver la bonne, le bon fit, la personne qui va t'amener vraiment la prochaine étape de ta croissance. Pour moi, je pense que c'est une condition sine qua non, c'est de bien s'entourer dès le début, mais tu ne sais jamais si tu es bien entouré, en fait, parce que tu peux être une gang de chums, partir une business, puis à un moment donné, quand commencer à avoir une bonne croissance, puis hey, ça va bien, les visions se divergent, ça ne marche plus. Là. Donc, tu sais, il faut quand même avoir un bon sens de l'humain. Alors, c'est tough, parce qu'en fait, si c'était facile, tout le monde le ferait. je pense que c'est la première chose. C'est difficile. C'est être entrepreneur, c'est avoir 3 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle. Puis des journées, c'est 10 mauvaises nouvelles pour pas de bonnes nouvelles. Puis c'est prenant. On parle souvent d'expression de bâtir un avion en plein vol. Être entrepreneur, il faut que tu bâtisses un avion en plein vol, puis faire croire aux passagers que tu t'en vas à Disneyland. Fait que c'est un peu il faut vraiment que tu dises qu'en plus, c'est super cool. Il y avait un blog post sur un des cofondateurs d'une entreprise en cybersécurité qui disait c'est comme toi et ton équipe, tu es comme le coyote dans Roadrunner. Tu cours, puis tu es au bout de la falaise, puis il continue à courir dans les airs. C'est quand il arrête, puis qu'il regarde en bas, qu'il tombe. En fait, en tant qu'entreprise, il faut juste jamais que tu regardes en bas et que tu tombes. Il faut juste que tu continues à courir dans les airs pour espérer atteindre la falaise au bord puis réussir puis passer le gouffre. C'est un peu ça. Puis, dans le fond, toi, il faut que tu dises à toute ton équipe, c'est tough parce qu'il faut que tu restes motivant, même si ça ne va pas toujours bien, qu'il y a des défis, qu'il y a des compétiteurs qui sont meilleurs que toi, puis ça va arriver. On sentait qu'il commençait un des ateliers en disant bon, vous pensez que vous avez une bonne idée, il y a probablement 15 entreprises pareilles qui ont la même idée que vous à Silicon Valley. On va voir juste pour le fun. Puis il partait, puis il en retrouvait, puis il disait ben, depuis qu'on s'en est créé, là, il y avait le décompte de combien il y a d'entreprises de Silicon Valley qui montaient toujours. Puis il disait ben, c'est le même. Fait que c'est dans l'exécution que ça se passe. Tout le monde a des bonnes idées. Là. C'est dans l'exécution que ça se passe. Puis c'est dans bien s'entourer, trouver les bonnes personnes, puis garder ce monde-là motivé pour dire écoute, c'est ça. On ne regarde pas en bas, gang, là, puis on continue à courir dans les airs, puis on espère que la roche arrive bientôt, que l'autre rocher arrive bientôt. Parce que c'est un peu cette situation-là qu'il faut avoir. Puis dès qu'on commence à dire il me semble que ça ne marche pas, il me semble qu'on n'y arrivera pas, bien, c'est un peu c'est un peu là que ça commence à être problématique. Après ça, ben là, c'est les divergences d'opinion. Tout le monde c'est un côté très humain aussi dans les entreprises, là, gérer plein de gens qui veulent tout bien faire, qui veulent tout le meilleur pour l'entreprise, mais qu'on ne peut pas nécessairement avoir non plus 4 mains sur le volant. Donc, c'est tough à gérer parce que les gens ne sont pas... Tout le monde aime l'entreprise. Tout le monde pense que son idée et la meilleure qu'ils veulent aller, c'est bon, mais au final, il y a une personne qui décide.
C'est ça qui est aussi très dur dans une entreprise à gérer toutes ces personnes-là parce que pour tout le monde, c'est personnel. Pour tout le monde, c'est émotif. Tout le monde se dévoue tout son temps, puis et là-dedans, c'est pas comme un emploi normal où est-ce que t'aimes plus ta job, trouve un autre, il y a plein de bas jobs partout. T'sais. On est plus dans une optique où est-ce que c'est le projet que tout le monde a décidé d'adopter. J'ai une question du public qui en vient justement un peu à ce que tu as envie de dire, Mathieu. La question, c'est faut-il que l'idée soit innovante pour consulter un incubateur? Ben, oui, c'est sûr. Je pense que c'est important au début de trouver son avantage, son différenciateur. Surtout dans le domaine en cybersécurité, c'est un domaine où est-ce que les gens achètent par conformité. C'est-à-dire que tout le monde a cet outil-là, donc tout le monde achète cet outil-là parce que si jamais quoi qui arrive, tout le monde a le même outil, puis tout le monde peut dire « Hey, j'ai fait la même chose que tout le monde, c'est pas de ma faute. » Fait que, on est dans un domaine comme ça, donc il faut arriver dans cette approche parce qu'on a des grands joueurs qui arrivent avec plein de capacités de cybersécurité, des équipes de 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes qui développent. Puis eux, leur mode de vente, c'est de dire, ben, tu as 5-6 produits qui font ça, ça et ça. Moi, j'arrive avec ma solution, je te remplace tout. Donc, nous, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on trouve, qu'est-ce qu'on dit, trouver notre carré, là, notre carré sur l'échiquier, là, parce qu'il n'y a personne qui nous bat. Parce que c'est nous les meilleurs. Puis ça, après ça, on peut partir avec ça, puis dire, voici où est-ce qu'on est les meilleurs, puis qu'on va se battre carré, bec et... C'est quoi l'expression? Bec et ongle. Bec et ongle, merci. Pour défendre ce carré-là où est-ce qu'on est les meilleurs. C'est un exercice qu'il faut faire au début, puis de continuer à le développer. Votre idée va changer 1000 fois. Allez surtout dans un domaine où est-ce que, tu sais, il y a un besoin. Je pense que c'est surtout l'erreur de beaucoup de startups au début, même si c'est une idée innovante, est-ce qu'il y a vraiment un réel besoin? Puis après ça, s'il y a des compétiteurs, ben, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un marché. Ensuite de ça, trouver comment vous différencier des compétiteurs, puis qu'est-ce que vous pouvez développer qui est unique, puis que vous pouvez bâtir là-dessus, puis partir de là, puis défendre votre position sur l'échiquier. Votre sauce secrète. Fait sentir aussi assez rapidement si ça crée une certaine traction dans le marché. T'sais. Puis, je pense que la réponse est simple. Oui, ça doit être 9 ans, là, comme Mathieu le dit. Puis, il n'y a pas un incubateur pas un incubateur, c'est pas une prématernelle non plus. Il faut s'assurer que l'énergie qu'on va mettre à appuyer la jeune start-up, c'est que ça va lui rapporter. Puis aussi, si on ne va pas mettre. C'est plate de mettre d'investissement en temps et d'accompagner une start-up qui n'est pas vouée à avoir de la croissance là, à un moment donné. Puis, est-ce que c'est croissance égale innovation ou innovation égale croissance? Pas nécessairement. C'est une question de timing, comme Mathieu dit. D'exécution. Mais en fait, moi, je pense pas que vous êtes unique. Si vous êtes unique, c'est que votre produit ne sert à rien. Oui, exactement. Mais vous pouvez, vous êtes plusieurs personnes à être innovants, puis dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe là-dedans, puis c'est là que la direction du marché s'en va. Puis, tu choisissez un domaine. Je pense qu'il faut tomber en amour avec un problème. Là. Je pense que c'est la première chose à faire. Mais si vous êtes unique, moi, je vais poser des questions, mais vous pouvez être innovant puis pas être certainement unique. Après ça, c'est dans l'exécution, c'est dans vos stratégies. C'est ça. Je pense que c'est là que ça va jouer. Tout à fait. Merci. Les questions du public, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je vous invite à les poser parce qu'on arrive pas mal à la fin. Donc, petit mot de la fin. Écoute, c'est quoi les suites pour vos entreprises respectives? Je vais commencer avec toi, Éric, parce que je sais que tu as envie de parler. Moi? Tu veux dire pour Startup à résidence? Oui, pour Startup à résidence. Oui, pour l'entreprise, parce que ça, c'est une autre histoire d'entreprise, mais pour Startup à résidence, écoute, cette année, on a donc un volet d'investissement. C'est just too bad pour Mathieu qui n'a pas vécu ça dans le temps, mais qui ont grandi, nous autres aussi. Donc, là, on a une enveloppe d'investissement stratégique, mais en pré-démarrage, donc vraiment dans une zone qui est mal exploitée là, dans le fameux parcours d'investissement de bien des entreprises. Donc, entre l'argent que tu as eu de ta famille avant de recevoir, d'embarquer dans une ronde d'amorçage qu'on appelle le seed round un peu plus sérieuse, nous, on intervient là. Si son idée est bonne, si tu as une traction, si tu as une croissance potentielle, et oui, on va y aller avec une dette convertible jusqu'à concurrence de 250 000 $.
Donc, c'est ça cette année qui se passe. Donc, on a l'intention d'investir 1 million par année dans des startups et on va fonctionner par défi. Donc, bientôt, il y aura un défi qui va être annoncé d'ici les prochains jours, ou du moins, c'est pas vrai, d'ici le 22 avril. Donc, surveillez ça. Et il y aura donc une première cohorte. Là, il y a déjà actuellement 3 startups dans le programme. Dont une du Nouveau-Brunswick. Ouais. Super. Ben, écoute, on va suivre ça de près, Eric. On va regarder ce que vous faites. C'est vraiment excitant et félicitations pour cette enveloppe budgétaire. Mathieu, juste un petit mot de la fin. Qu'est-ce qui se passe avec Flair pour les prochains mois, années? Pour les. En fait, moi, je dis toujours que pour les prochaines années, dans une startup, on investit de la science-fiction. C'est que c'est dur à avoir plus que de 2 ans à l'avance, là, pour être franc, parce qu'on peut faire des plans, mais ça va relativement changer. Nous, on est plus en phase de croissance. On est plus à la recherche, le marché américain. On cherche à faire le plus loin possible avec l'argent qu'on a pour nous amener au plus de revenus possible. Donc, on est vraiment dans une approche de croissance de revenus, de croissance à l'international. On est plus dans une approche, puis ça, après ça, on a parlé plus de pre-seed puis de tout ce qu'il faut, mais de plus que ce qui est early, mais on est plus dans une optique d'aller chercher d'autres leviers financiers que de l'équité, plus comme la dette ou des programmes gouvernementaux de prêts pour aller encore plus loin dans notre croissance. Donc, on est plus dans une optique de croissance, d'aller chercher de nouveaux marchés, de continuer à développer notre technologie, donc d'investir massivement dans ce qui est R&D, créer des barrières à l'entrée d'un point de vue plus technologique, développement de produits. Donc, c'est un peu la suite pour Flair. Super excitant. Écoute, vous avez déjà fait des choses incroyables avec Flair, fait que je suis vraiment hâte de voir où c'est que vous allez aller. Et j'en doute pas que ça va être très loin. Donc, est-ce que tu es déjà milliardaire? Fait que, Écoute, je me suis créé ma propre monnaie, puis je me suis tout C'est ça. On peut l'acheter en bourse. Non, des Mathieu Coin. Mathieu Coin, oui. je vais me faire poursuivre par l'AMF, je continue. Donc, non, c'est ça. Puis, en fait, un des points intéressants, ce qu'on a parlé, en fait, ce qu'Éric parlait de l'avenir de Startup en résidence, il prend le feedback d'entrepreneurs. Très honnêtement, c'est quelque chose qu'on a discuté parce que nous, ça aurait été quelque chose qu'on aurait eu besoin du financement de pré-amorçage. On a décidé volontairement de ne pas prendre de love money. Donc, je pense que vous arrivez dans un coin, dans un segment qui n'est pas couvert et que c'est une importante opportunité. C'est à cause de toi. Écoute, tu m'as inspiré. Donc, merci. Puis, écoute, ça va être bientôt le Bachelor. Il va falloir que je vous laisse, moi. Quelle belle histoire d'amour. Écoute, merci beaucoup. Je remercie à tous mes panélistes. Je ne sais pas s'il y a des questions de dernière minute de la part de l'audience. Je sais qu'on a beaucoup dépassé notre temps, mais on avait tellement d'un beau panel. Merci Elisabeth, merci Eric, merci Mathieu pour votre merveilleuse présence. J'espère que vous avez autant de plaisir à être présent qu'on a eu de plaisir à vous écouter parce que c'était vraiment intéressant, toutes les belles affaires que vous aviez à raconter. Donc, pour mon audience, restez, je repartage mon écran un dernier petit minute. J'ai juste un dernier petit pitch à vous faire. Ça ne sera vraiment pas long. On a parlé beaucoup d'incubation aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'accélération. Ça tombe bien parce que tantôt, je vous ai parlé du formaton. On lance le formaton, une 5e édition cette année. Donc, si jamais vous êtes des entrepreneurs en devenir, vous avez un intérêt pour l'entrepreneuriat, on a encore une fois plusieurs défis qui vont être lancés par des corporations, des partenaires à nous. Le formaton, ça marche comment? On a 2 pistes, une piste qui est startup et une piste qui est recherche. Si vous êtes intéressé à développer votre prochain entrepreneurial, la piste startup est pour vous. Si vous êtes intéressé par les technologies financières, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à vous lancer en entrepreneuriat tout de suite, la piste recherche est peut-être pour vous. La compétition dure 3 semaines. Vous pouvez vous inscrire seul ou en équipe. Si vous êtes seul, évidemment, on va vous aider à trouver une équipe. Et durant les 3 semaines, vous n'êtes pas seul. On a des mentors, des experts pour vous aider à développer ce produit-là. On a plusieurs défis. On a déjà le premier lancé qui a été lancé par Paiement Canada. Je vous invite à aller, si vous êtes intéressé, voir sur notre page web du formaton. On a tous des descriptifs qui expliquent un peu plus en détail le défi.
Et bien sûr, il y a des prix à gagner. Donc, pour chaque track, pour chaque piste, il y aura 5 000 en prix par équipe. Si vous voulez être intéressé aussi à plus d'informations, on va avoir une info-session qui aura lieu le 5 mai à 17h. On n'a pas encore lancé l'invitation, mais elle va être lancée sur notre Facebook et LinkedIn en temps et lieu. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et finalement, si vous avez aimé l'événement aujourd'hui sur la série universitaire sur l'incubation, on en a un prochain qui aura lieu mercredi prochain, oui, sur les investissements responsables avec 2 panélistes. Ça va être hyper excitant. Ça va être à midi en anglais cette fois-ci. Donc, allez voir on va le lancer demain matin sur Facebook et LinkedIn. Donc, si vous voulez vous inscrire, il n'est pas trop tard. Donc, c'est bon, ça va être le tour de notre merveilleux panel aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie encore une fois mes panélistes qui étaient exceptionnels et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et reste de session aussi. Donc, à bientôt. Merci tout le monde. Bye bye, merci à vous. Salut. Bye bye.